Je vais laisser la parole à Laurent Lescope, qui nous vient de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes et qui va partager avec vous son écran. C'est parfait, ça fonctionne. Je lui donne donc la parole avec un petit peu d'avance, donc ce qui fait qu'il a 3 minutes de rap s'il le souhaite. Je ne sais pas si je vais les prendre. Ouais, merci beaucoup. Je suis très très heureux d'être avec vous. Je remercie Ludovic et puis Christelle pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si mon écran apparaît en entier ou pas. Si, ça fonctionne très bien, aucun problème. Ok. Je viens effectivement de l'école d'architecture de Nantes. Je suis architecte de formation. J'ai un doctorat en sciences et je suis professeur à l'école et chercheur au laboratoire Créneau, qui est un laboratoire, une unité mixte de recherche CNRS. Alors, c'est vrai que la question de l'immersion, je vais l'aborder avec une sorte de pas de deux qui va puiser un petit peu dans l'histoire des références et puis montrer des projets que l'on fait tout au long de l'année, principalement avec les étudiants. Et donc, il y a à la fois effectivement ce référencement dans l'histoire des dispositifs et des concepts, et puis aussi ce que l'on peut en faire aujourd'hui. J'ai été vraiment ravi des propos préliminaires là, puisque je me suis vraiment senti à la maison. Je vous remercie pour ça. Euh, alors, la question de l'immersion, en fait, évidemment, c'est celle du passage, c'est celle de la transgression qui fait que l'on va aller dans ce monde autre. C'est de passer de l'autre côté du miroir, c'est franchir cette ligne de partage des eaux, telle que l'a nommée Svoboda, c'est aller dans cet autre monde. Alors, j'aime bien, c'est vrai, essayer de comprendre comment fonctionne ce mouvement d'immersion. On peut, en tout cas, le caractériser par trois mouvements, en tout cas. Un premier mouvement qui serait celui de l'enveloppement, un deuxième mouvement, celui de la saturation, et un troisième mouvement qui serait le mouvement lui-même, justement, le fait de pouvoir bouger. Alors, au niveau des références, mais je crois qu'on va en reparler, donc je vais aller un petit peu plus vite sur les origines et puis sur les marqueurs historiques. Évidemment, j'aime revenir et marquer une origine par rapport au panorama, et le premier panorama, c'est celui de Barker en 1787. Alors, on va pouvoir trouver d'autres origines, si l'on veut, de l'immersion. On peut parler déjà des grottes ornées, on peut parler d'autres dispositifs qui ont marqué l'histoire, mais ce qui caractérise les panoramas, c'est qu'il y a une licence, c'est qu'il y a des brevets, et dans ces brevets, il est expliqué tout à fait clairement comment doit fonctionner le dispositif. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est peut-être aussi un réflexe d'architecte par rapport à ça, c'est comment l'espace va contribuer, on parlait de scénographie tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, comment l'espace va contribuer à la réalisation de l'effet. Donc, c'est pas simplement l'image qui est présentée ou sa forme ou sa taille qui va fonctionner pour l'immersion, mais bien la façon dont on va mettre en scène cette image. Et pour les panoramas, c'est tout à fait clair, puisque le dispositif comporte donc dans un premier temps donc un accès, et puis ensuite un couloir sombre dans lequel le visiteur va entrer, il va gravir un escalier, et puis après, il va y avoir cet effet d'éblouissement. Et le terme est utilisé dans les textes justement selon deux modalités. L'éblouissement, parce que soudainement la lumière revient, et l'éblouissement de l'image que l'on va voir. Donc c'est bien la mise en scène, la mise en forme de cet espace complet qui va pouvoir caractériser finalement l'illusion. Alors, l'histoire des panoramas est passionnante. Je ne sais pas si, normalement, enfin, sur un écran, je vois ma projection en entier. Là, je vois juste des petits morceaux sur un autre écran. J'espère que vous voyez en entier quand même. Donc, évidemment, l'histoire des panoramas est passionnante parce qu'elle passe par des dispositifs qui ont intégré au fur et à mesure de l'évolution des techniques tout ce que l'on pouvait faire de nouveau. Alors, dès qu'on a pu faire du mouvement, on a intégré le mouvement. Dès qu'on a pu faire contrôle de la lumière, on a ajouté ça. Dès qu'on a pu ajouter du son, on l'a fait également. Donc, le panorama, l'histoire du panorama, c'est aussi l'histoire des techniques. Christelle évoquait tout à l'heure effectivement comment l'art peut, d'une certaine manière, inviter la technique à le suivre.
là, on a dans l'histoire des panoramas des exemples très flagrants de motivation artistique pour faire en sorte que la technique rende du meilleur d'elle-même. Un marqueur et un point historique remarquable, c'est l'exposition universelle de 1900, où là, il y a eu plusieurs exemples. Alors, là encore, je galope, hein, mais je crois qu'on va revenir après sur plus en détail sur les dispositifs. Et à l'exposition universelle de 1900, on voit apparaître différents dispositifs, donc dont le fameux Maerorama, qui là intégrait le mouvement, les embruns, un voyage complet fait de façon immersive. Et puis, bien sûr, celui qui est le plus extraordinaire, c'est le Cinéorama, qui, alors que la projection vient juste d'être inventée d'une certaine manière, intègre déjà donc un dispositif permettant de simuler un voyage en ballon. Le public est sur une plateforme, il y a 10 projecteurs synchronisés. Donc on a aussi des témoignages de la prise de vue en fait pour obtenir les images auparavant. Donc, on a un ensemble complet qui correspond très, très exactement à ce que l'on met en œuvre aujourd'hui, si ce n'est qu'à l'époque, on sait, ça avait un petit peu affolé les services de sécurité parce que visiblement, le dispositif chauffait beaucoup. Encore plus audacieux, où on met le voyageur à l'intérieur d'un wagon qui va entrer dans un tunnel et qui va ensuite proposer un voyage aux spectateurs qui sont à l'intérieur. Alors, c'est vrai que dès l'origine, on va se poser par rapport à l'immersion une question qui est celle de l'expérience collective par rapport à l'expérience individuelle. Et cette question va vraiment irriguer la suite de notre réflexion, puisque en fait, c'est un petit peu ce que l'on vit encore aujourd'hui, le casque virtuel que l'on évoquait tout à l'heure, ou alors ces grands dispositifs à 360. Alors, quand on compare les dispositifs, là encore, je vais un petit peu vite pour qu'on ait le temps de voir plusieurs choses. On va retrouver le mythoscope, le kinétoscope, et puis des images de spectateurs derrière devant leur petit écran, devant leurs petites lunettes, ce qui n'est pas sans rappeler ce que l'on voit aujourd'hui quand on est dans des salons ou d'autres expositions où les spectateurs sont avec leur casque virtuel à regarder des mondes qui nous sont complètement extérieurs. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir que les frères Lumière ont, d'une certaine manière, presque simultanément, en tout cas à des dates très très proches, inventé les deux dispositifs ou contribué en tout cas à la mise au point des deux dispositifs, donc avec le Kinora qui était alors, on est loin évidemment du Quest encore, mais cette idée de regarder à travers des lunettes des images qui bougent, donc une première forme d'immersion de façon individuelle. Et alors, on connaît les frères Lumière pour le cinéma, mais ils ont inventé la photographie panoramique à 360, le Photorama, un dispositif qui est, enfin, une invention tout à fait fascinante puisqu'on a sur une seule pellicule le 360 complet. Et si vous êtes curieux, c'est vrai que vous pouvez aller retrouver même sur le net des photographies prises à ce moment-là avec ce procédé. Et quand on les met dans un casque, c'est parfait. On a vraiment l'illusion d'y être tout de suite. Alors, on voit que la photographie à 360 est présentée dans un système circulaire où le public est rassemblé. Donc là encore, on a vraiment de nouveau cette question posée de spectacle individuel et spectacle collectif qui va agiter notre réflexion tout au long de la suite. Alors nous-mêmes, à l'école d'architecture, avons mis en place assez tôt des dispositifs immersifs, mobiles dans un premier temps. Celui-ci, appelé Nexus, a été conçu avec l'école du Bauhaus à Dessau, en Allemagne. Et l'idée, c'était d'avoir un écran panoramique ici à 220 degrés et puis de pouvoir avoir un dispositif qui soit transportable. L'idée étant d'aller mettre l'immersion, presque 360, puisqu'on est à 220 ici, au plus proche du public. Donc, plutôt que d'avoir des systèmes qui sont enfermés dans des laboratoires ou dans des lieux particuliers, là, on va vraiment au plus proche du public, on va sur site, on va dans les musées, on va dans les expositions et on va montrer des éléments qui sont conçus avec un système informatique très, très simple,
puisque en gros toutes les applications pouvaient fonctionner à l'intérieur. Donc c'était tout à fait innovant à ce moment-là. Et puis derrière, on s'est posé la question de savoir finalement, et ça a été une réflexion très très forte pour nous, et ça l'est toujours, de mettre en corrélation le dispositif, et là c'est vraiment l'héritage des panoramas qui nous enseigne ça, la mise en cohérence entre le dispositif même et son contenu, le contenant et le contenu. Faire en sorte que ce que l'on voit à l'intérieur d'un dispositif, finalement, corresponde à l'expérience sensorielle, scénographique que l'on propose. Et ici, c'est un projet qui a été fait dans le cadre d'un projet. En fait, c'est un projet dans un projet. Le projet lui-même étant de présenter les sites pariétaux à travers le monde et de pouvoir voyager à travers le monde et le faire dans un film justement à 360 complètement immersif. On s'est posé beaucoup de questions de savoir est-ce qu'il fallait mettre un casque, est-ce qu'il fallait faire un écran géant, et finalement la solution retenue, ça a été celle d'un train, et on voit ainsi, on est à l'intérieur d'un wagon. Image, voilà. On est à l'intérieur d'un wagon et l'image est projetée tout autour et le voyageur a vraiment le sentiment d'être à l'intérieur du dispositif. Ce qui est passionnant par rapport à ça, c'est la question de la métaphore, parce que évidemment le wagon, le train, c'est vraiment la métaphore du voyage, donc ça correspond tout à fait bien au propos. Mais c'est aussi comment on peut se détacher de la métaphore, comment on peut la quitter, comment on peut s'en écarter à certains moments pour faire en sorte de ne pas en être prisonnier. On évoquait tout à l'heure donc ces trois mouvements de l'immersion, donc le fait de pouvoir être englobé dans une image, le fait de pouvoir ressentir les choses, d'avoir une forme de saturation sensorielle qui fait que les sons, les images et l'ensemble des impulsions sensorielles en fait que l'on nous donne nous détachent du monde dans lequel on est. Et puis, ce qui arrive maintenant, c'est l'interaction, le fait de pouvoir bouger dans un espace. Et puis d'interagir avec lui. Alors là encore, des travaux intéressants menés avec les étudiants. Ici, on a un hommage à Tati. Et l'idée, c'était de faire en sorte que l'on puisse arriver dans un lieu qui nous embarque. Et donc, on avait un Tati virtuel, un Jacques Tati virtuel, un Monsieur Hulot virtuel, faisant l'accueil du public et le conduisant à l'intérieur d'un environnement à 360, dont on voit l'image en haut. Donc, c'est en fait un dispositif réversible avec un envers et un endroit. C'était un peu le cas de celui que j'ai présenté auparavant, où il y a aussi un envers et un endroit. Et là, donc le public est conduit à l'intérieur de ces spirales et immergé dans le monde de Tati. Tati, comme c'était Tati Hotel aux États-Unis, c'était un Tati au cinéma. Le précédent dispositif, l'Aérodor, qui était ici, le train, lui a été construit à Los Angeles. Donc, c'est un projet qui a été fait à échelle 1 et construit à Los Angeles pour pouvoir attirer du financement. Le gros champignon que l'on voit apparaître ici a poussé à l'école d'architecture de Nantes. C'est le nouveau dispositif à 360 qui a été mis en place et construit par les étudiants. Conçu en grande partie et construit par les étudiants. Ce qu'il a de particulier, ce dispositif, et là encore, on a une question vraiment scénographique par rapport à cette idée de 360 et d'immersion, c'est d'avoir un espace à l'intérieur qui est un espace d'interaction. Donc, on peut mettre des objets, on peut mettre des personnes. Il y a un dispositif de capture de mouvement qui fait que des objets qui sont tagués peuvent être transformés fait à vue comme ça. Et ensuite, on a cet environnement, cet écran tout autour qui, lui, va donner une image qui va être soit en interaction, soit en jeu, en tout cas avec ce que l'on manipule au centre. Et vous voyez qu'il y a cette galerie périphérique qui est un peu comme un théâtre anatomique qui fait que l'on a une sorte d'autre vision. Donc, c'était un test que l'on fait par rapport à ça, une proposition nouvelle.
mais qui n'est pas loin non plus de ce que l'on peut trouver dans certains panoramas aussi, une façon de voir de l'extérieur ce que les autres vivent de l'intérieur. Donc une double vision à l'intérieur de ces dispositifs. On voit donc la technique avec des jeux de miroirs, des renvois. C'est assez assez spectaculaire et on doit ajouter, parce qu'on l'oublie très très souvent, puisqu'on sait qu'on est plutôt prédominant par rapport à l'image, c'est qu'il y a un son 3D, un son également immersif, donc un son 3D qui fait que ben, on ne sait pas exactement où est la source, puisqu'on a une couronne comme ça d'enceintes qui font qu'on a vraiment immergé complètement dans le son. Alors l'interaction, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question du casque et de l'expérience au casque est bouleversée là depuis un an avec l'arrivée du Quest. Alors il existait par le Vive on va dire des choses assez semblables, mais le Quest a vraiment fait bouger les lignes puisque on est dans un espace de liberté totale à beaucoup plus grande échelle. On n'est pas limité par les 4x4 qu'il y avait auparavant avec le Vive. Et effectivement, on peut définir un espace dans lequel on peut bouger, et ce qui va reposer des questions d'écriture et de saisie justement de ce que l'on peut faire aussi. Alors, il n'y a pas que le Quest. Le Quest est le plus populaire. Le Cosmos est sorti à peu près au même moment. Et on va voir qu'avec ce dispositif, on va pouvoir se poser une première question de savoir est-ce qu'on peut concevoir pour l'immersion et en étant immergé. Et un diplôme a été présenté l'année dernière, donc à l'école, un diplôme que j'ai encadré, sur le fait de pouvoir concevoir la lumière à l'intérieur d'un studio de cinéma directement en immersion avec le casque Cosmos. Donc ça veut dire qu'on est à l'intérieur du décor et on manipule des objets lumineux qui sont des objets réels, donc des sources réelles, dont on va chercher donc la collection dans un catalogue que l'on va mettre en place et que l'on va manipuler comme si on était vraiment sur le plateau de tournage. Et pour cela, les étudiants, vous voyez, on reproduit le plateau du film Blade Runner, le nouveau. Et donc, il manipule une caméra virtuelle, il manipule des sources de lumière virtuelles et sont vraiment dans le décor. Et on voit dans les images de comparaison entre le décor virtuel et le décor réel qu'il est assez difficile de distinguer l'un de l'autre. Donc, tout a été fait avec Unreal. Et ils ont composé comme ça vraiment un outil en tout cas un objectif professionnel pour pouvoir concevoir ainsi la lumière de façon immergée. Les questions de mise en scène et de scénographie vont être, on va dire, augmentées par la réalisation d'un autre projet qui a été fait en 2018 avec le réalisateur Marc Caro. On a rencontré Marc Caro qui avait le projet de faire une web série et en discutant, on s'est retrouvé sur notre volonté et notre désir commun de faire du 360, de tourner à 360 et d'expérimenter à 360. Donc, l'idée, c'était pendant un semestre, accompagner des étudiants, de tourner le pilote, de fabriquer un décor et de tourner un pilote qui serait montré et tourné lors du festival Premier Plan de Angers. En fait, on est parti tout feu tout flamme sans réaliser finalement que ça n'avait pas été fait auparavant. En tout cas, on n'a pas trouvé d'équivalent, mais peut-être que la discussion qui suivra me permettra de mettre à jour mes références. Mais au moment où on l'a fait, on n'avait pas trouvé justement de vrais décors complets à 360. On a des tournages en lieu réel, on a des lieux réels qui sont aménagés pour le tournage à 360, mais dire qu'on est à l'intérieur d'un studio de cinéma et on fait un décor à 360 pour un film à 360, on n'avait pas vraiment vu l'équivalent. Alors, on voit que une fois que l'idée a été mise en place, la réalisation a été
a été d'une complexité assez folle. Donc, tout a été designé par les étudiants de l'école, construit également, c'est-à-dire qu'ils font l'ensemble des esquisses, les plans, etc. Et on est passé par un certain nombre d'étapes que l'on va voir. Alors, le film, bah, c'est l'aventure d'un équipage qui va vers la Lune, et il y a un robot, une pilote, et puis un vieux professeur ronchon. Alors, fabriquer pose des questions qui sont un peu différentes. Quand on fait pour de vrai, ça pose des questions un peu différentes que de faire en virtuel. Pour l'instant, on avait beaucoup fait en virtuel. Ça, on sait bien faire. Faire les modèles 3D, tout ça, on n'a pas de souci pour le faire. Fabriquer, on sait faire aussi, mais fabriquer pour le 360, là, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Surtout que Marc Haro est très, très créatif. Et il y avait toujours des éléments nouveaux qui s'ajoutaient au désir et qui étaient toujours plus excitants, mais en même temps toujours des épreuves supplémentaires. Alors, tout a commencé avec des maquettes extrêmement précises, des maquettes au dixième, dont vous voyez quelques échantillons ici. Et ces maquettes donc, ont permis, alors qu'il y avait plusieurs groupes d'étudiants, de prendre dans l'une et l'autre les bonnes idées. On voit que vraiment ces maquettes vont très très loin dans la définition des matériaux. Tout est fait, il n'y a rien de récupéré, rien d'acheté dans le commerce. Vraiment, les planchers sont peints, les fauteuils sont fabriqués à la plastiline, etc. Et puis, une fois le modèle final choisi, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser ces petites caméras maintenant qui existent à 360. Là, c'était la Theta, et la Theta est idéale parce que dans une maquette à 360, dans une maquette au 1/10, on a vraiment la restitution de ce que l'on va pouvoir voir à l'échelle réelle. Donc, on mettait la caméra à l'intérieur du décor, on filmait, photographiait, puis regardions ensuite au casque le résultat final. Les décors sont, enfin, le décor est ensuite modélisé en 3D de façon très détaillée. Le modèle 3D permet de revérifier encore selon les processus virtuels classiques. On met dans Unity, puis après on regarde, ou dans d'autres logiciels d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Unity. Et puis ça sert à fabriquer aussi, puisqu'on a utilisé une CNC pour faire la belle dentelle qui est ici. Et donc la découpe numérique nous permettait de fabriquer à l'échelle réelle. Donc là, on a un peu l'ambiance du studio avec Marc Haro, et puis après la fabrication qui est faite dans l'école dans un premier temps, et puis après qui a été reproduit à Angers lors du festival. Tout devait être monté à temps avec des exigences professionnelles, puisque l'équipe de tournage arrivait ensuite. Alors évidemment, comme au cinéma, et l'horreur, c'est le plafond. Le plafonnage a été quelque chose qui était extrêmement complexe à mettre en place. Et pour l'écriture à 360, on sait que le plafond, c'est une zone à risque, en gros, puisque donc il faut savoir où il se trouve, ce qui s'y passe, est-ce qu'on le regarde ou pas, est-ce qu'on a des événements montants, descendants. Dans le premier projet, il y avait effectivement des événements qui arrivaient du sol ou qui sortaient du plafond. Là, comme on avait un studio qui était trop bas sous plafond pour pouvoir faire des apparitions, donc finalement, on s'est contenté de faire des choses au sol. Mais néanmoins, il y a des grandes roues qui tournent, donc on avait quand même un projet assez audacieux. Un travail de patinage, de rendu de matière qui est très très détaillé, qui a été fait donc toujours par les étudiants qui ont appris à le faire et qui ont épaté quand même les équipes professionnelles qui étaient venues après tourner. Donc on a vraiment ce travail ensuite de lumière. Alors les lumières sont un souci de la même façon quand on fabrique un décor à 360, c'est un souci très très important, puisque classiquement au cinéma, c'est vrai qu'on a des lumières qui sont dans l'espace diégétique et extra-diégétique, et là, a priori, il faut tout mettre à l'intérieur même du décor et réussir à éclairer l'ensemble des actions, des comédiens, avec des sources qui vont être situées dedans. Et on sait que les caméras à 360, en termes de sensibilité à la lumière, c'est bien, mais peut encore mieux faire. Alors, ce qui a été remarqué tout de suite, c'est que la référence au cinéma était
n'était pas une bonne référence. Quand on a commencé à fabriquer, quand on a commencé à travailler, on a très vite vu que si on restait collé sur la référence cinématographique, on n'était pas sur les bonnes bases. La bonne référence, c'est le théâtre, puisqu'on est dans une scène, finalement, et dans cette scène, à la fois la mise en scène, à la fois le décor, à la fois la direction d'acteur, tout ça est très exactement ce qui se passe au théâtre, beaucoup moins que ce qui se passe au cinéma. Et euh, donc, au niveau de la direction, c'est vrai que quand l'acteur demande est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre mon texte en hors champ pour que je puisse le lire, là, ça ne fonctionnait pas. Et la difficulté pour le metteur en scène, c'est de diriger ses acteurs depuis l'extérieur, donc avec des répétitions qui sont à l'intérieur, et ensuite une direction de l'extérieur et un contrôle de l'ensemble de la machinerie depuis l'extérieur. Et ça, c'est vraiment pas évident. Alors, c'est vrai que ça pose la question théorique du hors-champ. Et la question du hors-champ, de façon classique, on va dire que pour le spectateur, c'est l'extension du réel. C'est là où se loge l'imaginaire du spectateur. Mais pour la technique, c'est là où on met les éléments techniques. Et on a tendance à dire qu'en 360, tout est visible. Et en fait, non, c'est plus compliqué que ça. En fait, le hors-champ, il existe. De la même façon que le cadre existe, le hors-champ existe. Et là, c'est une simulation que j'ai faite sur le fait de pouvoir traduire géométriquement le hors-champ, ce qui me permettait également de faire par la simulation une évaluation de la comment dirais-je, de la densité de pixels visibles à l'image et donc de la résolution de ce que l'on va voir, puisque en 360, le problème, c'est l'éloignement des sujets par rapport à la caméra. Il y a une zone, donc ça, on a beaucoup travaillé, à partir de laquelle c'est plus assez net, c'est plus assez clair, c'est plus assez visible. Ça vient aussi de la résolution des casques et des caméras. Mais donc, il y a une distance à trouver. Et là, c'était fait en simulation. Donc, pour finir, parce que je commence à être juste en temps, l'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, on a essayé d'augmenter encore la difficulté, si ça pouvait être vrai, possible, pour présenter au festival de Clermont-Ferrand une histoire où en fait, un protagoniste réel est plongé à l'intérieur d'une maquette et le tout est filmé à 360. Alors là encore, on était accompagné de Marc Haro et l'idée, c'était de travailler sur le point de vue. Alors, ce qui est intéressant par rapport à 360 et à l'écriture immersive, c'est qu'on peut se détacher, contrairement justement quand on parlait des ingénieurs, contrairement à ce que l'on peut entendre dans le monde informatique, de dire, bah oui, mais finalement, l'immersion, le temps réel, c'est comme la réalité. Ben non, justement, ce qui est intéressant, c'est quand c'est pas comme la réalité. Et là encore, les panoramas vont nous donner quelques leçons, puisque dans celui de Reichhöfer, on sait qu'il y a plusieurs temporalités à l'intérieur d'un même espace. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir créer plusieurs temporalités, de pouvoir dire, quand je tourne la tête, finalement, je suis peut-être dans le présent, dans le futur, dans le passé, et de jouer avec ça. C'est aussi de s'interroger, et puis je crois qu'on va en reparler par la suite, sur qui on est quand on est à l'intérieur d'un dispositif immersif. Et est-ce qu'on est ce fantôme? Est-ce qu'on interagit? Est-ce que l'on peut jouer sur les modes de perception, et comme le fait Notes of Blindness? Ou alors, est-ce qu'on peut changer complètement de personnalité, comme le fait cette expérience d'une gender swap, où l'homme devient femme et la femme devient homme, et finalement on échange? C'est vrai que quand on est à l'intérieur de cette image environnante, le rapport à l'autre, surtout quand on est en stéréo, est assez troublant. Puisqu'on ne peut pas faire de gros plans, c'est évidemment l'acteur qui doit venir faire soi pour faire passer ses émotions. Et ce mouvement de rapprochement qui fait entrer émotionnellement justement en empathie avec le personnage n'est pas non plus sans conséquence, alors qu'une personne qui sont presque réelles se rapprochait. Et c'était ça que l'on avait mis en œuvre dans cette proposition l'année dernière, c'était de créer une maquette interactive, dont on voit ici donc les effets, qui est animée, etc. Et puis après, on met notre actrice à l'intérieur. Alors, l'actrice est filmée dans un cube de même dimension, équipé de
fond vert. Et puis, on voit l'expérience sur une maquette d'étude. Et après, le tout est recomposé donc, pour avoir quelque chose qui est de l'ordre de ce monde très, très étrange, à la fois réel et non réel, et qui amène justement le spectateur à s'interroger. Et Caro avait eu l'idée, justement, là, au niveau du point de vue, de prendre un point de vue très particulier, c'est celui d'un miroir. Et en fait, on a cette personne-là qui est dans cet espace qui est presque indéfini, mais qui est en plus reflété dans un miroir. Et tout le jeu, c'était de savoir est-ce qu'on voit dans le miroir la même chose que le réel. Et c'est tout le décalage entre le miroir et le réel qui faisait l'intérêt de la proposition. Voilà. Alors, c'est vrai que on parlait de scénographie. Ce qui est intéressant, bon, on avance à grandes enjambées là-dedans, mais je pense qu'on pourra en discuter après plus en détail. C'est de se dire comment on présente tout ça. C'est vrai que mettre un casque sur la tête des gens et puis dire hop, enjoy, c'est pas une solution tout à fait satisfaisante. Donc les festivals nous ont amenés à réfléchir sur la mise en scène. Donc on montrait la fabrication. Une maquette est très très intéressante par rapport à des spectateurs pour comprendre comment les choses sont faites. Leur donner un espace dans lequel ils puissent être sécurisés pour vivre pleinement l'expérience que l'on donne, et puis de réfléchir justement à cet avant, cet après, et cette façon de mettre en scène les choses. Voilà, c'est ma conclusion. Je suis pile dans les temps. Je vous remercie, et puis je remercie également au passage mes complices avec qui je travaille depuis quelques années pour fabriquer toutes ces belles choses.